La Nouvelle-France, aussi appelée Canada. Dans ce pays, le fleuve, c'est la mer. Une mer aux scintillements innombrables. Autant de reflets d'étraves que de navires à avoir fréquenté ces eaux. Des vaisseaux d'hier aux cargos d'aujourd'hui, chaque coque a ici tracé un sillage, inscrit depuis le XVe siècle dans l'épopée des grandes découvertes. À la suite des marins basques et bretons, Jacques Cartier en fréquente les rives dès 1535. Samuel de Champlain dès 1604. L'un explore, dresse les premières cartes, le second y inscrit ses rêves fondateurs, aboutissement d'un XVIe siècle marqué par l'exploration de terres neuves, porteuses d'immenses espoirs. Espoir de fortune, rapide pour les uns et pourquoi pas pour les autres, d'une nouvelle France à coloniser. Tout là-bas, au-delà de l'océan. Les liens avec le Canada sont déjà relativement anciens. On sait que des marins diepois fréquentaient la région de Terre-Neuve dès les toutes premières années du XVIe siècle, de 1506, Jean Denis. Ensuite, on sait aussi, on se rapproche, je passe toute la période des grandes découvertes avec Verrazzano qui part du Havre mais revient à Dieppe pour faire état de sa découverte de New York, du site de la Nouvelle-Angoulême rebaptisé plus tard New York, et puis Champlain, le fameux Champlain qui a laissé son nom ô combien profondément ancré dans l'histoire du Canada, a dû son devenir canadien en quelque sorte au fait qu'il fréquentait la place de Dieppe au moment où il a été embarqué. Place de Dieppe où un gouverneur siégeait, le gouverneur de Chastes, Aymar de Chastes, qui siégeait précisément dans ce château-ci et qui a été celui qui a entrepris Champlain pour le mettre au service de la mission en tant que géographe et marin, pour le mettre au service de la mission qu'un autre individu en tant que seigneur, futur gouverneur de la place de Port-Royal, devait implanter donc en 1604. Et donc c'est en quelque sorte Aymar de Chastes qui va missionner Champlain à partir de 1603 pour participer à ces missions de découverte et de futures implantations. L'objectif de la France, c'est deux choses. C'est d'abord de profiter des richesses qui peuvent s'offrir à elle en Amérique du Nord, et aussi d'y développer une présence. Pour prendre sa place dans un espace qui est déjà partiellement occupé par ses rivaux, parmi les grandes puissances européennes, les Espagnols principalement dans le sud du continent, et aussi les Anglais qui commencent à s'installer sur les rives de l'Atlantique, dans le territoire qui est aujourd'hui les États-Unis. Les préoccupations hégémoniques sont cependant indissociables du commerce. La fourrure de castor, au cœur de la traite avec les Amérindiens, bâtit la fortune des marchands. Au fil du temps, la ressource s'amenuise. On abat les animaux, on en retire les fourrures, ils se reproduisent moins, et il faut aller chercher les fourrures de plus en plus à l'intérieur du continent. Donc, où est-ce qu'on va aller les chercher? On va s'approcher de plus en plus des Grands Lacs. Donc, les points de base des Français ne seront plus l'Acadie uniquement. Il en restera des points de base en Acadie pour la pêche principalement et pour assurer une base de peuplement. Mais la France va s'installer de plus en plus à l'intérieur. Québec d'abord. Louis XIII et Richelieu décident de soutenir Champlain. La Compagnie des Cent Associés est fondée en 1627. L'Amérique du Nord est devenue un enjeu pour les grandes puissances européennes. Selon les périodes, on est plus ou moins en conflit avec les Anglais, mais aussi les Espagnols. Savoir que Terre-Neuve, ce qui est quand même assez terrible, c'est que c'est un rassemblement, on le sait, pour les bateaux de pêche. Et donc il y a beaucoup de navires dans ce coin-là. Des navires portugais, des navires espagnols, des navires anglais, des navires hollandais. Alors, tout le monde se croise à l'estuaire du Saint-Laurent. Et alors le danger, il vient certes de l'Angleterre, mais aussi de toutes les nations avec qui on pouvait être en conflit. Et les conflits sont nombreux au XVIIe siècle.
La rivalité entre Hollandais et Anglais plus au sud incitera ces derniers à jeter leur dévolu sur la région de Québec. Ces premiers colons manquent en effet de disparaître en 1629. Les frères Kirk, anciens marins diepois, forbant à la solde de l'Angleterre, s'emparent de Québec et se saisissent de Champlain. Et en tout cas, donc, les Kirk repartent en Angleterre et se trouvent embringués dans effectivement des tentatives de reconquête de certains territoires implantés le long du Saint-Laurent, dont la ville de Québec, et donc ils vont vendre leurs services à la couronne d'Angleterre, en opposition à des Diepois qu'ils connaissaient par ailleurs, dont le fameux Charles Daniel, capitaine Diepois, qui va se trouver opposé à ses concitoyens, puisque les Kirk étaient en effet, pendant un temps au moins, des citoyens Diepois, en tout cas implantés sur la place de Dieppe. Et donc on va voir se transférer, et c'est un fait assez général dans l'histoire de la France, du Canada et des nations européennes et du nouveau continent, on va voir se transférer les conflits européens sur ces nouveaux territoires, qu'ils soient religieux ou de position territoriale. Le traité de Saint-Germain-en-Laye en 1632 restitue le Canada à la France. Voici Champlain de retour sur les rives du Saint-Laurent. Les Normands connaissaient l'expérience de Champlain et Champlain était un farouche partisan de l'implantation de populations et d'une colonisation agricole en Nouvelle-France. Le personnage de Robert Giffard, ami d'Hébert, apparaît alors sur la scène d'un nouveau monde à construire. Nous sommes en 1633 à Mortagne, une des 3 principales cités de la province du Perche. Le menuisier Gaspard Boucher de la paroisse Notre-Dame est à l'ouvrage. Près de lui, Pierre, son fils, âgé de 11 ans, rêve déjà d'océan. Ses parents viennent de prendre une décision qui bousculera leur destin et celui de leurs enfants. Ils ont décidé depuis quelques semaines de tout quitter, de laisser derrière eux une ville prospère, animée, où le destin de chacun s'inscrit dans un ordre aussi immuable que pesant. Au royaume de France, à chacun son rang selon sa naissance. À Mortagne, pourtant, des idées nouvelles font leur chemin. La tour de Notre-Dame est à elle seule le symbole dressé comme une invitation à voir loin, beaucoup plus loin que l'horizon du Perche. La plus grande église, c'était l'église Notre-Dame. L'église a été entièrement reconstruite depuis le Moyen-Âge. En effet, elle avait été détruite par les guerres de religion, par la Ligue. Et en fait, c'est un nouveau style qui apparaît. C'est une église de style gothique flamboyant. Un clocher qui est achevé depuis 1620. C'est un dôme en ardoise qui surplombe toute la ville, qui était visible depuis plusieurs kilomètres à la ronde. Également est achevé depuis 1619 la porte qu'on appelle des Comtes, lieu de passage de tous les notables de la ville. D'ailleurs, c'est dans cette église que va être baptisé Pierre Boucher en 1622. Également, il voyait la collégiale de Toussaint, mais aussi le couvent Saint-François qui accueillait les sœurs, les Clarisses. Mortagne possédait, certes, elle possédait des hôtels particuliers parce qu'en fait, était le siège de plusieurs administrations. C'est le cas de la taille avec le siège de l'élection, en fait, et les élus qui récoltaient cet impôt au profit du roi. Également, on payait la gabelle pour acheter du sel. Le sort commun du petit peuple, à Mortagne comme aux alentours, est tracé d'avance. Famille, travail, religion. Dans cette société cloisonnée, il y a la foule des résignés et une poignée d'autres qui se plaisent à se réunir. Ils parlent, dit-on, du rêve insensé d'une nouvelle France, là-bas, au-delà des mers. Les bouchers sont de ceux-là. Ils se réunissent autour d'un nommé Robert Giffard, apothicaire, médecin qui prétend avoir séjourné en un pays nommé Canada. Il a été baptisé, dit-on, en l'église Notre-Dame d'Auteuil, près de Tourouvre. Avec ses amis les Juchereaux, il a formé le projet d'établir une colonie sur les bords d'un fleuve nommé Saint-Laurent. En 1629, il a effectué une première tentative, mais les Kirk, à la solde des Anglais, se sont emparés de lui et de tous les biens qu'il emportait. Voici la paix revenue. En compensation de ses pertes, Robert Giffard a obtenu la concession de terres immenses, non loin de Québec. Il porte le titre de seigneur de Beauport. Il lui faut maintenant des censitaires afin de défricher ses terres et d'y construire des maisons. Robert Giffard et les frères Juchereaux
qui ont déjà eux aussi fait des séjours en Nouvelle-France, vont offrir à ces paysans qui ont un métier, ils vont leur offrir, si on peut dire, un programme d'ascension sociale. Ils vont leur proposer de s'établir sur des terres, donc ils pourront progressivement devenir propriétaires, des terres qui comportent une partie boisée importante, dans laquelle ils pourront chasser, ce qui est la chasse qui est un privilège des nobles en France, et aussi ils vont leur proposer la possibilité de devenir propriétaires de leurs terres. En cette année 1633, comme bien d'autres percherons, la famille Boucher ne doute plus. Elle répondra à l'appel de Robert Giffard. Dans un milieu où tout le monde se connaît. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile de partir en famille ou avec des amis que de partir seul. Et ce qui explique que Robert Giffard, lors de son premier voyage, part avec 33 colons. Ça peut paraître mince et pourtant c'est déjà beaucoup pour l'époque. Un homme qui arrive à entraîner derrière lui 33 personnes et leurs familles, c'est considérable. Les recruteurs dont je parlais, donc Robert Giffard ou les frères Juchereau, allaient chercher de la main-d'œuvre. Donc ils allaient chercher des laboureurs, des charpentiers, des maçons, qui se rendaient ensuite alors à Tourouvre, on sait que c'était à l'hôtel du Cheval Blanc par exemple, qui étaient signés les contrats, et ils se rendraient devant le notaire où on rédigeait un contrat et où on discutait toutes les clauses. Le salaire, le voyage, la durée du contrat, en général c'était 36 mois. Au printemps 1634, au moment où Robert Giffard, Jean Juchereau et les premiers colons sont en plein préparatif, c'est pourtant la désillusion. Gaspard Boucher et les siens ne pourront être du voyage sans doute pour des raisons familiales. Ils voient partir avec femme et enfants Marin Boucher, peut-être leur cousin, le maître maçon Jean Guyon, le charpentier Zacharie Cloutier, Robert Drouin, le tuilier de la paroisse du Pin. Pierre reste donc à Mortagne jusqu'à l'année suivante. Une longue, très longue année. Mais au printemps 1635, plus d'empêchement. La famille peut enfin prendre la route. Direction le port de Dieppe. Commencée l'année précédente, l'épopée de l'émigration percheronne au Canada est lancée. Pendant une trentaine d'années, 282 habitants, hommes, femmes et enfants, originaires de 33 paroisses du Perche, vont s'engager dans une aventure inouïe pour l'époque, fonder un nouveau pays. Après une dizaine de jours de voyage, les Boucher et leurs compagnons découvrent la mer et le port de Dieppe. Le vieux château qui domine la ville est l'un des derniers témoins d'une époque où les navires dieppois sillonnaient les océans. Donc le port de Dieppe au XVIIe siècle, et en particulier dans cette première moitié du XVIIe siècle, est véritablement à une période quasiment d'apogée, on peut dire, puisque la grande période, le point culminant de l'histoire du port de Dieppe et de sa puissance économique, c'est clairement le XVIe siècle, et le XVIIe siècle est ce palier qu'a atteint cette ville, qui est un des rares ports d'eau profonde disponibles au long des côtes de la Manche, entre Calais et Saint-Malo. Le seul port véritablement accessible depuis le large quand on a par exemple une avarie ou le besoin de rentrer au port d'urgence parce qu'une tempête se présente. C'est un des ports qui permet quasiment de tout temps de rentrer grâce à sa profondeur naturelle, qui lui a d'ailleurs valu son nom, puisque le nom de Dieppe veut dire en scandinave deep, c'est-à-dire profond. En 1639, et là on touche de très près à l'histoire de l'implantation au Canada, les premières religieuses qui vont implanter et un ordre éducatif et un ordre soignant, les Ursulines et les Augustines, vont partir de Dieppe également en mai 1639. Les percherons découvrent le port ainsi que les navires où ils vont bientôt embarquer, non sans appréhension. Mais ont-ils réellement une idée précise de ce qui les attend ? Alors, sous
les navires qui ne sont pas forcément très grands, au XVIIe siècle, les grands navires, et même les grands navires de la marine royale, sont des bateaux qui font 30 mètres pour les plus gros, ce sont des bateaux qui font 50 mètres. Mais vraiment pour les très gros navires de la marine royale. Donc il faut s'imaginer qu'on voyageait alors parfois à plusieurs centaines de personnes, parfois c'était 300, 500 personnes sur des navires qui faisaient 40 à 50 mètres. Donc c'était quand même des bateaux bien matés, c'était pour la plupart des 3 mâts, alors il y avait évidemment de types vaisseaux, et c'était surtout des navires de commerce qui faisaient ces voyages-là, et donc des bateaux qui avaient des cales qui n'étaient pas forcément très lourdement armés avec force canon. On sait aussi qu'il fallait prendre en compte l'hiver canadien, il ne s'agissait pas d'arriver en janvier, et notamment, c'était même pas la peine d'espérer arriver avant mai, donc c'était même pas la peine de se mettre en disposition de partir pour arriver avant le mois de mai. On pouvait faire cette traversée au mieux en 1 mois. Parfois, les meilleurs vents, je crois que le record de traversée à cette époque-là, c'est plus de 3 semaines, mais moins d'1 mois. Mais ça pouvait prendre 3 mois. Il se trouve que, alors, un personnage qui est un personnage dieuppois, mais qui a compté beaucoup dans l'histoire du Canada, qui est sœur Cécile de Sainte-Croix, qui est cette Ursuline qui a remplacé une Ursuline malade en provenance de Paris qui devait partir, donc un petit peu sur le pouce comme ça, a laissé un récit absolument prodigieux de l'intégralité de la traversée jusqu'à l'arrivée à Québec le 1er août 1639. Et c'est assez terrible, parce qu'en effet, elle raconte tout, c'est-à-dire le contact avec les marins, la rudesse du climat et des conditions de voyage, ce sont des coques de noix. J'ai parlé de bateaux de 30 à 50 mètres, rudoyés dans les grandes vagues de l'océan. Enfin, imagine, on était ballottés sans stabilisateur. Aujourd'hui, on prend des ferries, c'est grand confort. Mais à l'époque, voilà, le bateau suit la mer. Et elle raconte vraiment des conditions assez terribles, à la fois de froid, de faim éventuellement, évidemment d'inconfort, c'est-à-dire que tous ceux qui n'étaient pas habitués, et la plupart des nouveaux partants, comme les percherons et tous les autres colons, partaient, n'avaient jamais mis les pieds sur un bateau, ils étaient malades inévitablement pendant les 3/4 de la traversée. Et c'est seulement vers la fin que ça a commencé à se tasser. Au niveau hygiène, enfin, on ne se lavait pas sur ces bateaux. Donc on passait, imaginez, 3 mois en se lavant à l'eau de mer, avec le quelque peu d'eau douce qu'on pouvait mettre à disposition. C'est quelque chose d'assez effrayant. Et comme par exemple pour unique couchette, soit on dormait par terre sur de la paille, qui j'imagine pouvait vieillir et se flétrir quelque peu au fil de la traversée, avec des conditions, les toilettes c'était pas aux toilettes du capitaine, c'était à l'avant du navire, au-dessus des vagues même, sur les éperons qui protégeaient le navire devant. Et puis ensuite, une fois qu'on était arrivé dans la baie du Saint-Laurent, il fallait changer de bateau, parce que c'était évidemment pas les grands 3 mâts océaniques qui remontaient le fleuve, ils les remontaient sur un peu, puis ensuite il fallait changer de barque, et on se retrouvait embarqué dans des barques à poissons, avec le poisson. C'est-à-dire que c'était une puanteur absolue, et elle raconte ces conditions-là. Désormais, le destin de Pierre, des siens et de leurs compagnons est scellé. Une longue traversée commence, au péril des flots. Après des semaines sans doute bien éprouvantes, les percherons découvrent le Saint-Laurent et les terres nouvelles qui s'offrent à leur regard. Ils sont au début du mois de juillet. C'est la meilleure période pour la nature dans la vallée du Saint-Laurent. Qu'est-ce qu'ils voient après Terre-Neuve, après avoir vu des rochers nus, escarpés? Ils voient des terres fertiles. Tout leur apparaît immense, démesuré, grandiose, et en même temps à leur portée, parce qu'ils sont familiers avec la végétation que cette nature leur présente, et ils s'imaginent très bien pouvoir faire de l'agriculture et exploiter les ressources de ces lieux. Donc, le premier point de vue est certainement extrêmement favorable. Évidemment, ils savent qu'ils devront cultiver la terre, défricher d'abord et se construire des habitations.
Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'étonnement et de l'émerveillement parce que Pierre Boucher est né à Mortagne, donc il sait ce qu'est une ville, il sait ce qu'est une église. Peut-être qu'il a été à Sées ou à Chartres et qu'il a vu une cathédrale. Malgré que ce soit un enfant, il a l'habitude de vivre dans un pays dit civilisé. Là, il va arriver sur un fleuve qui va lui sembler aussi grand que la Manche, par exemple. C'est vraiment un fleuve aux dimensions démesurées. Il n'y a pas encore de ville à proprement parler. Il faut bien penser que Québec a une vingtaine, 20-30 ans à l'époque. Donc c'est tout récent. Et Québec, à l'époque, c'est un hameau par rapport à Mortagne. Le périple de près de 2 mois touche à sa fin quand Gaspard Boucher et les siens débarquent enfin à Québec. Les images d'aujourd'hui montrent une ville riche de son passé. En 1635, pourtant, tout reste à faire. Les nouveaux venus découvrent une bourgade composée de quelques maisons, dominée par le fort Saint-Louis, remis en état depuis le retour de Champlain. Les autres émigrants, autour de Robert Giffard, ont gagné Beauport. Là, au prix d'un dur labeur, ils ont défriché et édifié un logis seigneurial. Une des premières choses que Giffard va comprendre, c'est que toute personne habitant sur une seigneurie doit avoir accès à une voie d'eau, à un cours d'eau pour ses déplacements. C'est le seul moyen de déplacement à l'époque. Donc, la configuration des seigneuries de Giffard, de la seigneurie de Giffard, dans la région de Québec et sur la côte de Beaupré, va être forcément perpendiculaire au fleuve. Les rangs attribués à chaque colon, encore visibles sur la côte de Beaupré, attestent de la volonté de Robert Giffard d'organiser le territoire de manière cohérente. Un paysage prend forme, une communauté humaine se développe, dont les Beauportois d'aujourd'hui sont les héritiers. Peu après son implantation, Gaspard Boucher travaille pour les Jésuites à Québec. Pierre accompagne-t-il son père ? Les religieux ne tardent pas à remarquer l'intelligence et l'enthousiasme du jeune garçon. L'Église et le clergé ont la responsabilité de l'enseignement, donc des institutions d'enseignement et des services hospitaliers, ainsi que de l'état civil, ce qui n'est pas rien. Donc, si un État s'installe quelque part ailleurs, veut développer un nouvel État, comme c'était le cas de l'Espagne au sud du continent ou de la France en Amérique du Nord, ils importent en même temps que leurs institutions civiles, ils importent les institutions religieuses. En 1637, écrit Pierre Boucher dans ses souvenirs, « Je fus envoyé dans le pays d'en haut, chez les sauvages nommés Hurons pour apprendre leur langue. Ce long voyage de près d'1 mois effectué en canot vers Sainte-Marie-des-Hurons, ainsi que son séjour de 4 années auprès des Amérindiens avec les missionnaires jésuites l'ont profondément marqué. » Un des premiers postes d'évangélisation, ça a été Sainte-Marie-des-Hurons, qui est située sur la baie Georgienne, qui se trouve être la baie qu'il y a là. La baie Georgienne se raccorde au lac Huron, qui est un des 5 grands lacs. Tous ces lacs permettent l'accès à l'ouest du pays. Si on veut chercher des belles fourrures et trouver des belles fourrures, il faut aller loin dans l'ouest. Et c'est par les grands lacs qu'on y va, en essayant d'éviter autant que possible la région au sud du fleuve Saint-Laurent, qui se trouve être là, qui est habitée par les Iroquois, qui sont une tribu pas très pacifique. Les Amérindiens fréquentaient les Français depuis plus d'1 siècle, dans la vallée du Saint-Laurent. C'est à partir de rapports d'échanges commerciaux. Les Français leur fournissaient des outils dont ils avaient besoin et les Amérindiens leur fournissaient des belles fourrures. Chacun y trouvait son compte. Les Français ont eu tendance, si on veut, aux premiers abords, à rencontrer les Autochtones, à leur donner des noms que eux autres croyaient plus plausibles. Par exemple, un Huron, pour eux autres, c'était un Indien qui avait une hure, c'est-à-dire une espèce de bande, des cheveux coupés, une bande sur la tête. Ils vont donner le nom de Huron à plusieurs nations Hurons. Dans le fond, c'est le nom qu'ils leur donnaient. Ils pouvaient avoir 30 000 Hurons avec, je sais pas, 20 nations différentes.
mais on va les nommer tous du même nom. Ce sont des Hurons. C'est vraiment un terme qui passe, si on veut, dans l'écriture des Français de l'époque, mais c'est pas vraiment le nom des Autochtones se donnaient. Par exemple, les Wendat, qui sont à Québec actuellement, qui viennent des Grands Lacs, c'est une tribu que les Français vont dire c'est des Hurons, mais en réalité, c'est des Wendat. Le même phénomène existe pour les Iroquois. Les Iroquois, c'est le nom que les Français ou le nom que les Atikamekw de la région donnaient aux étrangers. À partir du moment où on n'a pas un traducteur qui est capable de dire exactement ce qui se passe, le gars qui va prendre des notes, s'il veut, il entend le mot Iroquois parce que notre Indien a dit que ce gars-là, c'est un Iroquois. Il marque le mot Iroquois. Pour lui, ça devient un Iroquois, mais en réalité, c'est un étranger. Le jeune Pierre Boucher est de retour parmi les siens en 1641. Fort de sa connaissance des langues indiennes, il est au cœur des combats contre les Iroquois, soutenus par les Hollandais. Un autre grand projet prend forme sous l'autorité de Chomedey, sieur de Maisonneuve, fonder une colonie plus en profondeur sur l'île de Montréal, en territoire iroquois. L'événement a lieu le 17 mai 1642. Y participent quelques percherons, dont Madeleine de la Pelletrie, partie de Bivilliers, et Pierre Gadois, originaire d'Igé. Peut-on envisager que Pierre Boucher ait assisté à cette fondation? La Société Notre-Dame de Montréal va vouloir fonder une colonie catholique romaine dans l'intention de convertir ses ennemis, ses ennemis de longue date, ses ennemis iroquois, pour en faire des alliés qui vont servir à quoi? Qui vont servir à faire le commerce. Maintenant, à quel titre Pierre Boucher était-il à Ville-Marie, sur l'île de Montréal à ce moment-là? Il est vraisemblable qu'il ait été envoyé à un double titre. D'une part comme interprète, parce qu'il connaissait les langues iroquoises, et puis qu'il était attaché à ce moment-là au gouverneur, chaque fois que le gouverneur avait besoin d'interprètes avec les Hurons et les Iroquois. Et aussi en tant que militaire. En 1644, le sergent Pierre Boucher est envoyé à Trois-Rivières, où il reçoit la concession de la terre de Grosbois. Il est nommé peu après commis au poste de traite. Une nouvelle page s'ouvre pour lui. Pendant un peu plus de 20 ans, sa présence marquera fortement l'histoire de la colonie. Situé à mi-chemin de Québec et de Montréal, le poste est considéré comme une plaque tournante du commerce de la fourrure. Au tout début, si le pourvoyeur de fourrure, c'est l'Autochtone. Ça veut dire la période de Boucher, de Pierre Boucher, c'est vraiment les Autochtones qui viennent au comptoir de traite pour échanger. À ça, on se greffe à une espèce de rituel autochtone, une fête, si on veut, une espèce de foire, où plusieurs Autochtones viennent à Trois-Rivières, par exemple, pour faire du commerce. Ça va durer peut-être 7-8 jours, grand festin, tout le monde se congratule, si on veut, prend soin l'un de l'autre, s'invite à festoyer, etc. Et à un moment donné, arrive la traite. Là, on met les paquets de fourrure, etc., puis là, on négocie, d'objet à objet. Mais il y a un personnage très, très coloré puis légendaire dans l'histoire du Canada ou du Québec, si on veut, c'est le coureur des bois, qui lui va devenir un intermédiaire avec les tribus plus éloignées, par exemple. Ceux qui sont loin dans le Haut-Saint-Maurice ou ceux qui sont dans les Grands Lacs. Le 17 janvier 1649, Pierre Boucher épouse Marie-Madeleine Chrétien, une amérindienne qui meurt au mois de décembre suivant en mettant au monde un fils prénommé Jacques, qui ne survit pas à sa mère. Il se remarie le 16 juillet 1652 à Québec avec Jeanne Crevier, native de Rouen, mais il lui faut d'urgence revenir à Trois-Rivières où la situation s'aggrave de jour en jour. Les Iroquois dévastent le pays, brûlent les récoltes, assassinent les colons. La situation devient si désespérée que certains habitants envisagent déjà de quitter la Nouvelle-France. Pierre Boucher, nommé capitaine, décide de réagir. Il ordonne de renforcer les défenses de Trois-Rivières, tout en imposant aux colons de construire leur maison dans l'enceinte du fort. Pierre Boucher a imposé le fort à tout le monde. Il faut savoir que le gouverneur avait émis une ordonnance qui disait que si vous n'êtes pas à l'intérieur d'un réduit, on va brûler votre maison. Donc, il y avait comme pas le choix. Là. Pierre Boucher ne faisait qu'appliquer les règles qui avaient été dictées par Pio Cluy.
Idéalisée par le superbe vitrail de l'église Notre-Dame de Mortagne, la bataille décisive qui s'engage en août 1653 doit être envisagée de manière beaucoup plus prosaïque. Oui, bien, Pierre Boucher est commandant du fort. Alors, à l'intérieur du fort, on dénombre 46 hommes ou 45 hommes en état de porter les armes. Sauf que dans les récits, on ne mentionne jamais le soutien des Amérindiens, alliés des Français, qui ont probablement et sans aucun doute participé à la défense de Trois-Rivières. Alors, c'est un siège, comme on peut l'imaginer, des Iroquois qui empêchait les Français de sortir du fort et d'aller cultiver les morceaux de terre là, qui étaient en culture autour du fort. Alors, les gens ont été, si vous voulez, pris à l'intérieur, prisonniers du fort, et probablement qu'avec l'arrivée, justement, d'une aide massive des Amérindiens, au bout de 9 jours, on a réussi à si vous voulez, éloigner les Iroquois de Trois-Rivières. Mais il n'y a aucun récit exhaustif, si vous voulez, de cette bataille-là. On sait uniquement que c'est Pierre Boucher qui a réussi à armer les hommes. Hein? Et Pierre Boucher, d'ailleurs, est considéré comme le fondateur de la milice canadienne. Québec va être protégé, ce que vont reconnaître les administrateurs, le gouverneur, en disant que grâce à la résistance de Trois-Rivières et ensuite à la négociation que Pierre Boucher va arriver à exercer avec les attaquants, eh bien, il va y avoir quelques années de tranquillité. Pierre Boucher et la poignée d'habitants qui défendent le fort ont réussi un tour de force en imposant la paix aux Iroquois. Celle-ci sera de courte durée, mais elle permettra à la Nouvelle-France de retrouver un peu d'espoir. Pierre Boucher, dont le premier fils est né pendant le siège, est nommé juge, puis gouverneur de la ville. Il signe à ce titre de nombreux actes. Il décide également, avec un groupe de colons, de mettre en valeur le fief de Sainte-Marie, situé au cap de la Madeleine. Pierre Boucher y fait construire le fort Saint-François, puis une première chapelle. Étonnant destin, ce petit édifice, pourtant bien modeste, constituera pourtant la première pierre d'un haut lieu de pèlerinage. Alors, le petit sanctuaire, donc la construction du petit sanctuaire, en fait, qui est la deuxième église paroissiale de Cap-la-Madeleine, les matériaux de bois proviennent, une partie peut-être, sans doute, des matériaux de bois, proviennent de la chapelle de Pierre Boucher, qui a été transportée, dont les matériaux ont été transportés jusqu'ici pour servir à la construction de cette église. Ensuite, avec tout le développement du pèlerinage, il s'est construit toute une annexe, mais ça, c'est une construction du 19e siècle. Et comme au 19e siècle, on a construit la grande église, ici, église qui est démolie maintenant. On avait construit cette grande église pour remplacer la petite église. Et comme il y a eu le miracle le prodige des yeux qui s'est fait dans cette petite église, les gens voient le prodige des yeux, c'est la statue de la Vierge qui a ouvert ses yeux. Et les gens ont dit, ben c'est sans doute là un appel de Marie à dire, ben ne démolissez pas ma petite chapelle, laissez ma chapelle là, puis vous autres continuez à faire votre culte dans la grande église. Alors c'est comme ça que ça a permis de sauver cette église qui est l'une des deux premières, plus anciennes églises qui existent encore au Québec. Construite à l'emplacement du fort Saint-François, la basilique du Cap de la Madeleine est aujourd'hui l'un des sanctuaires les plus fréquentés du Québec. En 1660, Pierre Boucher a 38 ans. Sa famille se compose de 4 enfants. Sous son autorité, son fief de Cap-de-la-Madeleine et la cité de Trois-Rivières connaissent un développement décisif. Pour autant, la menace iroquoise et son lot d'atrocités à l'encontre des Hurons et des colons redevient insupportable. La Nouvelle-France est à nouveau en péril. Il y a 3500 habitants qui sont répartis en 3 centres importants, Québec, Montréal et Trois-Rivières. D'ailleurs, qu'à ce moment-là, Trois-Rivières est encore plus important que Montréal. Et les seigneuries commencent à s'étendre sur la côte de Beaupré, à l'île d'Orléans
et même un petit peu sur la rive sud, dans la région de Québec. Donc, ce qu'il faut à la Nouvelle-France, c'est une population qui soit plus importante et des moyens de la défendre, cette population. Alors, il y a déjà une base, et c'est ça que va défendre Pierre Boucher en France. Pierre Boucher arrive à La Rochelle en décembre 1661. Il est chargé d'une mission de la plus haute importance. Là encore, son intervention sera décisive. Monsieur d'Argenson me choisit pour porter ses dépêches à la cour et y solliciter le secours que le roi lui avait promis. Il me donna un mémoire d'instruction de la manière dont je devais m'adresser, ce que je suivis exactement. J'eus l'honneur de parler au roi, qui m'interrogea sur l'état du pays dont je lui rendis un fidèle compte, et sa majesté me promit qu'elle secourrait le pays et le prendrait sous sa protection, ce qu'elle a fait. Elle m'accorda 2 vaisseaux pour passer gratis tous ceux qui voudraient aller en Canada, plus 100 soldats. Les entretiens avec Colbert et les plus hauts personnages de la cour, la réception de Pierre Boucher par Louis XIV, alors au début de son règne personnel, s'avèrent décisifs pour l'histoire de la Nouvelle-France. Le vitrail de l'église Notre-Dame de Mortagne présente Pierre Boucher organisant son retour depuis le port de La Rochelle au printemps 1662. Passa-t-il par le Perche ? Rien ne l'indique, mais 2 colons, Robert Boulet et Charles Turgeon, originaires de Mortagne, sont pourtant du voyage. Après un voyage particulièrement effroyable, Pierre Boucher est de retour en Nouvelle-France au cours de l'été. Les militaires et les nouveaux colons fournissent un renfort significatif. L'arrivée en 1665 du régiment de Carignan-Salière, composé de plus de 1000 hommes, apportera enfin à la colonie le soutien militaire dont elle a besoin. Mais Pierre Boucher est revenu de son séjour en France avec la conviction qu'il peut faire davantage encore. Il fait publier en 1664 à Paris son histoire véritable et naturelle des mœurs et productions du pays de la Nouvelle-France, vulgairement appelé Canada. Il faut dire que il faut ajouter que d'autres textes produisaient aussi leur effet. Les lettres de Marie de l'Incarnation, les relations des Jésuites ou des autres missionnaires avaient un impact considérable, étaient lus un peu partout et pouvaient entraîner justement des espoirs d'une nouvelle société, des rêves de nouveaux espaces et d'une expansion de la France. Parlant de la Nouvelle-France en général, je peux dire que c'est un bon pays et qui contient en foi une bonne partie de ce que l'on peut désirer. La terre y est très bonne et y produit à merveille et n'est point ingrate. Nous en avons l'expérience. Pierre Boucher répond aux questions qui lui ont été posées en France. Il évoque les richesses de la faune, de la flore, des forêts du Canada. Il ne voile en rien les difficultés, notamment les confrontations endémiques avec les Iroquois. Mais son objectif est clairement assumé. La Nouvelle-France a besoin de colons courageux, hardis, prêts à labourer, à combattre, à affronter l'hiver. En un mot, les gens de bien peuvent vivre ici bien contents, mais non pas les méchants. C'est pourquoi je ne leur conseille pas d'y venir. En 1667, la belle-mère de Pierre Boucher est accusée de trafic d'alcool. Embarrassé dans ses fonctions de juge, il décide de se retirer. À 45 ans, père de 9 enfants, il se lance dans un nouveau défi, établir à proximité de l'île de Montréal une colonie en la seigneurie des îles Percées qui vient de lui être concédée. C'est un peu romantique quand on dit que Pierre Boucher, donc, il va faire ses valises. C'est sans doute un peu romantique quand on dit que Pierre Boucher fait ses valises parce qu'il y en aura le pompon que sa belle-mère soit en train de vendre de l'alcool aux Amérindiens et puis là, qu'il décide de s'exiler jusqu'à Boucherville. Moi, je pense qu'il devait aussi là-dedans avoir un peu le sentiment du travail accompli, c'est-à-dire que là, bon, les soldats du régiment de Carignan sont venus, on a une certaine paix qui est plus ou moins établie ici. Bien, probablement que là, il se dit, ben, regarde, mon travail est fait. Pour la suite, je vais laisser ça à quelqu'un d'autre. Et puis, je vais aller développer cette espèce
Bon, certains ont dit de terre idéale, là, c'est un peu lui aussi qui dit ça. Le paysage qu'on a ici, c'est un paysage très boisé. C'est la première chose qu'il faut dire. L'Amérique, c'est des grandes forêts encore. Pierre Boucher est habitué à ces forêts-là puisqu'il a parcouru le territoire bien avant de s'établir à Boucherville. Boucherville, c'est une œuvre de maturité pour lui. Il a déjà habité Trois-Rivières, il connaît bien les parages. Boucherville est dans l'environnement de Montréal. Mais Montréal, à cette époque-là, c'est encore loin, il faut s'y rendre par bateau. Les seules voies qu'on connaît ici en Amérique, c'est les voies d'eau. Les Amérindiens avaient leurs sentiers, ils connaissaient aussi. Ce sont eux qui ont enseigné beaucoup de chemins aux Français lors des explorations. Donc, Pierre Boucher, au courant de toutes ces choses-là, s'installe ici. Mais s'il choisit cet emplacement-là, en particulier ici, c'est à cause de l'accessibilité, entre autres par la voie du fleuve. Le fleuve Saint-Laurent est un cours d'eau assez large et ici, il est protégé par des îles qui sont au centre du fleuve. Ces îles-là permettent un accostage, un abordage plus aisé, permettent des pâturages des animaux sur l'île en question. Le côté novateur, encore une fois, de Pierre Boucher, c'est qu'il va s'installer dans une région qui est entièrement occupée par les Iroquois. Il y a des campements d'Iroquois, une mission jésuite auprès des Iroquois, et il va y installer une seigneurie, mais à proximité de Montréal, qui est en train de devenir le poste de traite principal. Une bande dessinée réalisée en 1997 retrace l'aventure, le travail, l'espoir inouï qui présida à l'implantation des premiers colons. Alors, en s'installant à Boucherville, il installe des fortifications. Puis, ces fortifications-là, à Boucherville, vont être semblables à celles de Trois-Rivières, à savoir que c'est une enceinte rectangulaire d'environ 500 pieds de profondeur par 700 pieds de large, donnant sur le fleuve, mais n'ayant pas de porte sur le fleuve parce que l'ennemi, Iroquois ou autre, arrive par le seul moyen de communication de l'époque qui est le fleuve Saint-Laurent. Petit à petit, il va délimiter les rues qu'on retrouve aujourd'hui, les mêmes rues qu'à l'époque. Puis, en même temps, on va construire des petites maisonnettes au début. Par la suite, quelques années après, là, on va construire des habitations un peu plus grandes, le temps qu'on défriche. Les premières maisons jamais construites à Boucherville ont depuis longtemps disparu. Celles qui leur ont succédé sont aujourd'hui le témoignage de l'histoire de la ville, confrontée dans les années 1690 à une reprise de la guerre avec les Iroquois. Pourtant, la population de la cité ne cesse de progresser. 179 habitants en 1681, 400 en 1717. Une interrogation subsiste cependant sur l'emplacement de l'ancien logis, peut-être anéanti lors de l'incendie de 1843 qui dévaste Boucherville. La maison Pierre Boucher, je ne sais pas pour quel motif, aux Trois-Rivières, il est installé à la limite, à une des encoignures du fort. On pense qu'ici, à Boucherville, il va faire la même chose. C'est-à-dire qu'il va s'installer à l'encoignure face au fleuve du côté sud. Outre les vieilles demeures bien postérieures à Pierre Boucher, l'église de la Sainte Famille représente l'un des plus beaux monuments. Les habitants de Boucherville, soucieux de préserver l'esprit de leur fondateur, l'ont reconstruite et agrandie à plusieurs reprises. Lorsque Pierre Boucher arrive avec ses premiers concessionnaires, ils prennent le temps de s'installer. Chaque concessionnaire a sa partie de terrain et puis ils prennent le temps de s'installer. En 1670, lorsque tout le monde a une première installation, à ce moment-là, Pierre Boucher demande à tous ses concessionnaires de l'aider à construire la première église à Boucherville. Tout d'abord, comme tous les seigneurs avaient l'obligation de le faire, Pierre Boucher donne le terrain pour la construction de la première église. La première église, c'est
On peut appeler ça soit une église ou une petite chapelle en bois qui répondait aux besoins de l'époque. Elle est construite en 1670. Un peu plus tard, en 1712, la population a progressé, la population a grandi, puis on a besoin d'un deuxième temple. Celui-là va être construit en pierre, mais toujours sur le même site. Finalement, on construit ce temple dans lequel on se trouve aujourd'hui. C'est là, sous le sol de l'église de la Sainte Famille, que repose Pierre Boucher, décédé à 95 ans, soit 50 ans après avoir fondé une colonie, alors considérée comme l'une des plus prospères de la Nouvelle-France. Il laisse également une descendance innombrable, issue de 15 enfants que Jeanne Crevier, son épouse, a mis au monde. « Ma famille est belle !» s'exclamait déjà le patriarche de Boucherville en 1695, en portant un regard rétrospectif sur sa vie. « J'ai eu 9 garçons, dont 8 sont encore en vie. J'ai encore eu 6 filles qui sont toutes vivantes. » Lorsqu'il s'éteint le 9 avril 1717, la paix a été signée avec les Iroquois. Montréal, sur l'autre rive, avec 3000 habitants, est devenue une cité à part entière. Et la Nouvelle-France, avec plus de 20 000 habitants, un pays prospère. Dans un ultime texte intitulé « Mes dernières volontés », le fils du menuisier mortagnais, anobli par Louis XIV, exprime sa grande profondeur d'âme et d'esprit en s'adressant aux siens. Quand il s'extasie devant les possibilités du Canada, qu'on va attendre 200 ans avant de les trouver, nous autres, c'est beau, ça, vous savez. Lui, il voit ça. C'est pour ça que je me dis, il aurait tellement pu s'illustrer à faire la traite ou autre chose. C'était possible pour lui. Puis il était déjà fort. Le fait qu'il avait 15 enfants, 9 fils qui étaient dans l'armée, il devait avoir de l'enthousiasme parce qu'il était capable de s'enthousiasmer quasiment jusqu'à la fin de sa vie. Il voyait, quand il soulignait, par exemple, un de ses fils qui avait lui-même un autre enfant, c'était une bénédiction dans la famille. Dans les familles descendantes de Pierre Boucher, on s'agenouillait au mois d'avril, le 9 avril, pour commémorer le souvenir de Pierre Boucher, puis on lisait son long testament. Hein. Il est long, son testament, mais il est tellement intéressant. Il y a toujours la note humaine, là. Il va souligner, quand il disait à un de ses maris, de Marguerite, je pense, il dit, vous m'avez promis que vous feriez un devoir de maintenir la paix dans la famille. Je compte sur vous. Il n'avait pas peur de dire ce qu'il pensait. Je dirais qu'on entend une berceuse quand on le lit lentement, là. On dirait que c'est une sorte de musique, c'est cadencé. Alors, mais le nœud, c'est toujours l'amour. Quand il dit à sa femme, je vous ai trop aimé, mais grâce à Dieu en cela, je ne vois aucun mal. Je m'examine sur le temps que nous avons vécu ensemble. Je ne trouve rien à me reprocher si ce n'est de vous avoir trop aimé. De Pierre Boucher et de ses enfants, le gouverneur Denonville écrit en 1686 que c'est la famille qui a le mieux travaillé au bien de la colonie. Tel Pierre Gauthier de la Vérendrye, son petit-fils, explorateur, qui repousse les limites de la Nouvelle-France jusqu'au Manitoba. Marguerite Diouville, fondatrice des Sœurs Grises, ou Charles-Eugène Boucher de Boucherville, à 2 reprises Premier ministre du Québec. Juste reconnaissance, en 1922, une statue de Pierre Boucher est inaugurée sur la façade du Parlement de Québec. En 1927, sa ville natale inaugure un vitrail à sa mémoire en l'église Notre-Dame.
Seconde ville du Canada, Montréal, avec près de 4 millions d'habitants, est devenue l'une des cités les plus dynamiques d'Amérique du Nord. Son expansion à partir des années 50 a fortement marqué sa banlieue. À l'horizon, sur la rive sud du Saint-Laurent, Boucherville a profité de cette expansion. De 3 000 habitants en 1950, la démographie de la cité fondée par Pierre Boucher est passée aujourd'hui à 41 000 habitants. Ainsi que l'atteste le nom des rues, les Bouchervillois sont soucieux de cultiver un fort sentiment d'appartenance. Depuis le jumelage de leur ville avec Mortagne en 1967, les liens d'histoire avec le Perche sont renoués. Autant de nouvelles pages à écrire à la suite de celles héritées de Pierre Boucher. Comme président du tricentenaire de Boucherville, j'ai proposé qu'on aille à Mortagne, voir s'il y avait lieu, s'il était consentant ici, on pourrait tisser des liens avec Mortagne au Perche. Ben, ça a été un accueil extraordinaire. Le président de Gaulle m'a reçu chez lui. Puis il m'a demandé de lui envoyer le livre de Pierre Boucher qu'on avait écrit, Notre société historique, 3 ans auparavant, en 1964. Il m'a écrit la plus belle lettre, il m'a répondu. Il m'a dit qu'il l'a lu du premier au dernier paragraphe et qu'il était très ému de l'action de Pierre Boucher, qui a sauvé la colonie, qui nous a amené le régiment de Carignan. Pierre Boucher a amené le régiment de Carignan ici. C'était un nouveau régiment. Et ça a sauvé notre colonie. Par qui a-t-il été envoyé? Monseigneur Laval, Marie de l'Incarnation, les grands du temps. Ils se sont réunis et puis ils ont dit, il faut qu'on envoie quelqu'un. Autrement, on retourne tous en France, tous. Il y avait même des bateaux qui étaient retenus. Il y avait 400 bateaux. Rempli. Les gens étaient découragés, les femmes, les hommes se faisaient scalper dans leurs champs. Imaginez-vous, là, des jeunes familles avec 5, 6, 7, 8, 10 enfants, puis ils ne savaient même pas s'ils étaient capables de survivre dans notre petite colonie. On oublie ça, puis nos jeunes ne sont pas assez conscients de ça.